comme nous proposons de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, il faut rassembler les Français au-delà du clivage droite-gauche. Parce que si on se limite à la droite, il n'y aura jamais à droite la majorité. Pareil à gauche. J'observe que 10 ans après, l'UPR est toujours le seul parti politique à proposer ce que nous proposons, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, de façon sans aucune équivoque, alors que tous les autres, je dis bien tous les autres, y compris M. Philippot avec ses patriotes, tous les autres cultivent toujours une savante ambiguïté, et j'ai compris finalement pourquoi ils cultivent l'ambiguïté, c'est pour pouvoir passer dans les très grands médias du pays. Je ne dis pas que peut-être il y aurait pu avoir des choses qu'on aurait pu améliorer, c'est certain, c'était la première fois qu'on se présentait. Mais je rappelle quand même que les Français ont découvert mon existence 5 semaines avant le premier tour. Déjà. Donc déjà, le fait que monsieur Macron, il a fait l'objet d'une mise en scène qui a duré 2 ans. Il faudra d'ailleurs regarder d'ici 1 an ou 2, puisque M. Attali nous a expliqué qu'après Macron, ça serait une dame, on va voir d'ici 2 ans quelle femme on va nous sortir d'un chapeau et qui va commencer à être mise en scène médiatiquement. Donc M. Macron a été médiatisé pendant 2 ans, alors que moi, c'était le blackout. Est-il envisageable qu'un peuple puisse élire à la fonction suprême quelqu'un qu'ils ont découvert 3 semaines avant? La réponse est non. Deuxièmement, lorsque j'ai commencé à être médiatisé, j'ai été systématiquement, de façon absolument systématique, dans tous les médias, on ne m'a pas demandé des analyses, on m'a interrogé tout de suite en disant « Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes complotiste ?» Qui était le « on » Mais tout le monde, hein. TF1, France 2, RTL, France Inter, tout le monde, pour que tous les auditeurs, la première chose, c'est qu'ils disent « On dit de vous que vous êtes complotiste ». Bon. Alors il a fallu que je me défende, mais qu'à chaque fois que je me défendais, que je sortais des articles de journaux, comme je l'ai fait en magazine Historia, où j'expliquais qui expliquait le magazine Historia que la CIA avait financé les mouvements européens, c'est d'ailleurs une vérité historique, eh bien, il n'en demeure pas moins que les faits étaient faits auprès du grand public. Donc pendant ça a duré une bonne 3 semaines, sans compter, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous distingue de Madame Le Pen, que vous êtes d'extrême droite, etc. D'où le rôle de M. Philippot et du Front National, c'était pour essayer de me faire passer dans un camp. Alors, ajoutons à cela que j'ai eu 1% du temps de parole, et que vous connaissez les corrélations qui ont été établies venues d'outre-Atlantique, où il y a une corrélation phénoménale entre le temps de parole et le résultat dans les urnes. J'ai eu 1% du temps de parole comme les petits candidats, entre guillemets, comme Mme Arthaud qui a fait 0,6, comme M. Cheminade qui a fait 0,18, comme M. Lassalle qui a fait 1,1 ou 1,2. On est... Bon, Mme Arthaud et M. Cheminade ont fait nettement moins, mais entre Poutou, Asselineau et Lassalle, on est quand même dans un mouchoir parce qu'on a eu 1% du temps de parole. C'est aussi simple que ça. M. Dupont-Aignan, lui, il a eu 3 ou 4%, il a fait un meilleur score. Et M. Macron, il a eu, selon les relevés du CSA, 28 ou 30%, en ayant eu des pointes sur BFM à l'automne 2016 où il avait 80%. Sans compter que ça, c'est uniquement le temps de parole, mais il y a aussi le brouillard médiatique entretenu autour. Et par exemple, lorsqu'il y avait des débats entre experts de la présidentielle, vous aviez des journalistes qui débattaient tout le temps en parlant de Le Pen, Macron, Fillon, Mélenchon. Et un petit peu Hamon. Point barre. C'est-à-dire que les autres candidats n'existaient pas. Ils n'étaient pas mentionnés par les analystes politiques. Jour après jour, jour après jour. Donc le grand public finit par intégrer l'idée qu'il y a en effet quelques candidats qui vont gagner et les autres qui sont des candidats de témoignage. Moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles nous avons été quand même déçus, c'est que je pense, j'en ai eu beaucoup de témoignages de gens qui trouvaient que j'étais très bien, que ce que je disais était très intéressant. Je dis pas qu'il y avait 35%, mais je pense que c'était plus que 1%. Mais il y en a beaucoup qui, au dernier moment, ont dit « j'ai voté utile ». C'est-à-dire ils ont voté Mme Le Pen ou M. Mélenchon. Voilà. En fait, ils n'ont pas voté utile. Ils ont voté comme les grands médias souhaitaient qu'ils votent, c'est-à-dire soit par 2 candidats qui sont des bons candidats de premier tour. Hein. Mme Le Pen ou M. Mélenchon sont des bons candidats de premier tour, mais ils sont inéligibles au second. Et c'est ça que recherche le système, c'est promouvoir des candidats de premier tour qui ne pourront jamais être élus au second tour. C'est ça le truc. Et moi, en revanche,
Je parlais d'un journaliste politique de renom qui me disait que la scène politique française était pulvérisée, qu'il n'y avait finalement plus que Macron et En Marche, qui avaient réussi à rassembler droite et gauche. Je lui ai dit oui, droite et gauche sur le projet pro-européen. Donc le véritable opposant à Macron, c'est quelqu'un qui va rassembler droite et gauche sur l'anti-projet européen. Or ça, il n'y en a pas 50. Hein. Parce que Madame Le Pen, je suis désolé, elle ne pourra jamais rassembler des voix de gauche. C'est pas possible. Ou du moins ceux qui devaient y aller, ils sont déjà allés. Et réciproquement pour Mélenchon. On a un mouvement qui a le vent en poupe, mais on est absolument interdit des très grands médias. Et là, nous avons des preuves absolues. On prend un contact avec un journaliste en vue. D'ailleurs, je vais le dire, monsieur Jean-Michel Apathy, qui était sur RTL, qui maintenant est sur France Info, et qui a dit à l'un de mes collaborateurs « Non, je n'inviterai pas monsieur Asselineau jusqu'en 2022. » Voilà. C'est-à-dire contraire à la loi, puisque nous avons fait 1% des suffrages. 1% de 220 jours ouvrables, ça fait 2,2. Normalement, je dois être invité sur la seule chaîne France Info, normalement à peu près deux émissions par an. Voilà. Et si j'y ajoute toutes les autres radios, je devrais passer tous les 15 jours sur une émission de grande écoute sur les grandes chaînes de télévision et de radio françaises. Pour l'instant, on a 0 depuis le vendredi qui précède le premier tour de la présidentielle. Donc nous faisons l'objet, et le CSA ne fait pas son travail, parce que justement nous sommes le mouvement politique qui risque de faire changer le système. Écoutez, l'UPR se porte finalement très bien. Nous avons continué à engranger beaucoup d'adhésions après la présidentielle et après les législatives. Ça a commencé à affaiblir pendant les grandes vacances, disons à partir de la mi-juillet au mois d'août. Et puis ça redémarre sur un rythme qui est tout à fait satisfaisant, de l'ordre de 6 à 10 adhésions par jour, ce qui n'est pas mal. J'ajoute que je pensais que peut-être ma notoriété personnelle s'affaiblirait après la présidentielle. Alors je constate qu'il n'en est rien. Je suis très souvent abordé à Paris, dans la rue, mais aussi dans les grandes villes de province, par des gens qui me reconnaissent. Alors il y a des gens qui me reconnaissent et puis qui ne viennent pas me voir. Certains, je vois qu'ils prennent un regard fermé, donc a priori c'est des gens qui n'ont pas voté pour moi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me reconnaissent et qui viennent me saluer et me dire de continuer. C'est toujours ce qui est le discours que j'entends, c'est toujours continuer comme ça, je vous suis. Nous sommes, je pense, le seul parti politique, en effet, qui dressons une hiérarchie de priorité. Il faut y avoir une hiérarchie de priorité. Pour nous, c'est l'analyse qui découle de la charte, d'ailleurs, fondatrice, il y a un problème numéro 1 à régler, c'est le problème de la souveraineté nationale. Parce que tout le reste en découle. Ça ne sert à... C'était les gens qui me posent les questions comme vous me posez, je leur dis, mais est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle le 19 juin 40 en disant, moi c'est très gentil votre discours d'hier du 18 juin, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez du mariage pour tous ou de l'avenir des retraites du bassin des Houillères de Lorraine. Et il leur a dit, écoutez, après la porte. Le problème que nous avons, nous, c'est que en juin 40, tous les Français savaient qu'on était en guerre. Alors qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des Français croient qu'on ne savent pas, ne pensent même pas qu'on est en guerre. On est dans une guerre qui ne se déclare pas, où il n'y a pas d'armement, où il n'y a pas d'armes létales. On est dans une guerre qui est une guerre du software, si j'ose dire. C'est-à-dire une guerre médiatique, une guerre de la manipulation de l'information, une guerre du changement de paradigme, comme on dit, ou du changement d'épistémologie. On change les schémas mentaux qu'il y a dans... On veut faire des Français, on veut transformer les Français en Américains. Comme les Grecs, ou en germano-américains. On est dans une guerre financière. Comme nous proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il faut rassembler les Français au-delà du clivage droite-gauche. Parce que si on se limite à la droite, il n'y aura jamais à droite la majorité. Pareil à gauche. On l'a vu lors du 2005, les 54% de Français, dont j'étais, qui ont voté non à la Constitution européenne, on a su après coup, il y avait 55%, il y avait en gros 30% qui étaient des électeurs venus de la gauche ou de l'extrême gauche, et 25% qui étaient des électeurs venus de la droite ou de l'extrême droite. Et le référendum a perdu cette fongibilité des électorats de droite et de gauche. Mais si vous avez un discours à droite toute, comme M. Dupont-Aignan par exemple, ou comme Mme Le Pen, ou à gauche toute, comme M. Mélenchon, vous ne pourrez jamais rassembler des gens sur ce projet de sortir de l'Union européenne. Et c'est pas pour rien que les grands médias font mousser Mme Le Pen, un petit peu Dupont-Aignan ou M. Mélenchon, et gardent un silence absolu sur ma personne et sur notre mouvement politique, qui va bientôt atteindre les 30 000 adhérents, ce qui est quand même tout à fait considérable. Macron n'est que l'employé
d'une superstructure qui a décidé de le faire élire président de la République, qui a manipulé l'opinion publique, il a eu des... Est-ce que vous vous rendez compte que M. Macron, d'après les relevés du CSA, a eu, je crois, de l'ordre de 28 à 30% du temps de parole pendant la présidentielle? Voilà. L'OSCE, lorsqu'il y a eu les dernières élections présidentielles en Biélorussie, l'OSCE a publié des documents, notamment les États-Unis, pour tordre le nez sur le fait que les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Macron, il a eu 28% du temps de parole, moi j'ai eu 1%. Monsieur Dupont-Aignan, il a une stratégie qui change toutes les semaines. Donc on ne sait plus très bien où il en est. Voilà. Je rappelle que pour la présidentielle de 2007, il avait dit qu'il prendrait Mme Le Pen comme Premier ministre. Bon. Après ça, il a dit qu'il ne l'avait jamais dit. C'est en 2012, pardon. Après ça, en 2017, là, il a accepté de devenir il a dit qu'il deviendrait le Premier ministre de Mme Le Pen. Il avait changé de position. C'était entre le premier et le deuxième tour. Puis après ça, il n'était plus question de... Voilà. Puis maintenant, de nouveau, il se rapproche du FN et il lance son truc, là, je sais plus quoi, les amoureux de la France. Bon. Donc la stratégie de M. Dupont-Aignan, c'est une stratégie de type Patrick Buisson, c'est-à-dire alliance de la droite et de l'extrême droite. Donc il y a à l'évidence des gens qui réfléchissent à une alliance entre un Front National ayant changé de nom, puisque c'est l'objectif, et une partie de la droite. Je ne sais pas si ça va se passer, parce que par ailleurs, le Front National, on ne peut pas comprendre le Front National si on ne comprend pas que c'est en fait la principauté de Monaco. C'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs, c'était Bruno Maigret qui l'avait dit au moment de la scission dans les années 90. C'est une principauté héréditaire de gens qui vivent sur la bête, et donc ça se passe de père en fille, de mère en petite fille, etc. Ce monsieur Philippot, lui, quand il était allé au Front National, je suppose, avait dû avoir l'ambition de mettre la main sur le parti, comme Bruno Maigret l'avait fait. Et M. Philippot, comme Bruno Maigret avant lui, se sont rendus compte que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la maison Front National. M. Philippot, s'est fait une spécialité depuis plusieurs années de me pomper 80% de ce que je dis pour se l'approprier et pour coller l'image Front National. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque j'ai été dans les grands médias, pendant la présidentielle, tout de suite, on m'a dit « Ah, mais ce que vous dites, c'est ce que dit Mme Le Pen, c'est ce que dit le Front National. » Bon. Donc, M. Philippot s'est rendu compte maintenant que le Front National ne veut pas sortir de l'Union européenne, ce que j'ai dit depuis des années. Il veut ne sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas dit. J'ai même fait des conférences sur le sujet depuis plusieurs années. Ça s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Ah ouais, M. Philippot, d'un seul coup, se rend compte qu'il a tout faux, depuis 6 ans ou 7 ans qu'il est au FN. Et M. Philippot tente de créer une espèce de succès d'année de l'UPR, comme les œufs de l'ombre sont au caviar, si vous voulez, et de s'en attribuer le bénéfice. J'observe d'ailleurs qu'il est assez largement médiatisé, alors que moi je suis toujours blacklisté. Alors j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Si j'ai bien compris, M. Philippot ne propose pas de sortir de l'Union européenne, il propose un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Ce qui n'est pas exactement pareil. Imaginez que Charles de Gaulle, le 18 juin, ait dit « Françaises, Français, j'appelle à faire un référendum pour savoir si on poursuit la résistance contre l'Allemagne. » Ça change tout. Ça veut dire, si vous lancez l'idée d'un référendum, c'est d'ailleurs ce que Mme Le Pen avait fait, ça veut dire que vous acceptez, par principe, l'idée que si les Français votaient non, par exemple, ils restaient dans l'Union européenne, vous vous en accommoderiez. Vous continueriez. Eh bien, voilà. Est-ce que vous imaginez De Gaulle s'accommodant d'un référendum où les Français auraient dit non, on arrête la résistance contre l'Allemagne? C'était d'ailleurs majoritaire en 1940. Ou bien on a des idées, des convictions, ou bien on ne les a pas. Ou bien on considère que le grand débat de notre époque, c'est Europe, pas Europe. Souveraineté nationale, pas de souveraineté nationale, ce qui est conforme à 2000 ans d'histoire. Ou bien on biaise, on tergiverse, on fait des trucs politiciens, etc. Eh bien moi, j'ai créé l'UPR pour trancher dans le vif, et je sais que l'histoire me donnera raison, parce que je connais mon histoire de France, l'histoire donnera raison à quelqu'un qui est clair et net sur ces sujets. J'ajoute que M. Philippot, par ailleurs, ne propose pas de sortir de l'OTAN. Je connais ce discours des gens qui disent « mais de toute façon, les Français ne veulent pas sortir de l'euro. Ou les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne, donc quoi ?» On fait de la politique pourquoi? On fait de la politique pour être élu, pour être un pantin dans des palais nationaux, à ne plus avoir aucun pouvoir et à être les marionnettes de Goldman Sachs ou de la Commission. Moi, c'est pas mon objectif. Donc, les gens qui tiennent ce raisonnement, c'est un discours, je suis désolé de le dire, c'est exactement le discours de Pétain et des collabos des années 40.
on a perdu la guerre, donc il faut bien composer. Non. Le principe même l'épopée gaulienne, il n'y a pas que De Gaulle. C'est ces 2000 ans de recherche de la souveraineté nationale. C'est que si on avait demandé fin juin 40, en juillet 40, aux Français, s'il y a eu un sondage, est-ce que vous êtes pour poursuivre la résistance? De Gaulle, il aurait eu 1%. Ah. Et on aurait dit, oui, les Français. Pétain était extrêmement populaire. De Gaulle l'a dit, d'ailleurs. Il a dit à l'automne 40, il a dit qu'il avait eu avec lui quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint. Le truc de Gaulle n'a pas marché. À l'origine, il a eu l'Internet de l'époque, c'est-à-dire la BBC. Il était blacklisté des grands médias français, il passait pas sur Radio Paris. On ne peut pas sortir de l'euro si on ne sort pas de l'Union européenne. Il n'y a pas d'article dans les traités qui permettent de sortir de l'euro sans sortir de l'UE. Donc la première chose, c'est qu'on annonce, ce qu'a fait d'ailleurs Madame Theresa May il y a un peu plus d'un an, on annonce que la France met en œuvre la procédure de l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet à un pays de sortir de l'Union européenne. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le vote du Brexit, évidemment, a pour nous été un catalyseur. C'est d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le Brexit, je pense qu'il eût été très difficile d'obtenir les 500 parrainages. Lorsque je suis parti à la recherche, nous sommes partis à la recherche des parrainages auprès des maires, il y a quand même un certain nombre de maires qui ont été sensibles au fait que l'idée que nous voulions développer était une idée qui existait, puisque les Britanniques, qui ne sont pas un peuple de dingue, les Britanniques venaient de décider de le mettre en œuvre. Donc si je suis élu président de la République, eh bien je ferai ce qu'a fait Madame Theresa May. Elle n'est pas folle dingue. Voilà, je ferai. Et je le ferai d'autant plus. C'est très 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 important que j'aurais été élu sur ce programme. Parce que c'est un changement géopolitique colossal. Si la France sort de l'Union européenne, en gros, l'Union européenne s'effondre, quoi. Ou en tout cas, il y aura peut-être un résidu du côté de la Mitteleuropa Europa autour de l'Allemagne, et encore. Donc c'est vraiment quelque chose d'une très très grande importance. C'est pas pour rien, d'ailleurs, je suis totalement blacklisté dans les très grands médias du pays, qui font comme si je n'existais pas. C'est que j'ai parfaitement conscience de l'importance du programme que je fais. Vous savez ce que disait De Gaulle, hein, il faut être l'homme d'une grande querelle. Voilà. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui prend les choses billes en tête. Parce que le billes en tête, c'est la France en ce moment qui est en train d'être détruite par ce système. Alors la sortie de l'euro, il faudra réintroduire immédiatement un contrôle des mouvements de capitaux. Bon, on ne sera pas les premiers à le demander, hein, parce qu'il y aura peut-être une fuite des capitaux vers l'Allemagne. Donc l'Allemagne, par exemple, demandera la première ce genre de choses. Et puis, on peut entrer dans tous les détails techniques, mais c'est pas si compliqué que ça. Il est beaucoup plus facile de repasser au franc que d'entrer dans l'euro. C'est encore beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre cet article 13. Il suffit d'annoncer au secrétariat de l'OTAN, qui se tient d'ailleurs auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique à Washington, d'annoncer qu'on a décidé de sortir de l'OTAN, et c'est de plein droit au bout d'un an. Il n'y a rien à faire, si ce n'est qu'au bout d'un an, on en sort. Il y a une parfaite, presque parfaite adéquation, pas parfaite, mais presque parfaite adéquation entre l'Union européenne et l'OTAN. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est la face civile, la face militaire étant l'OTAN, d'une même médaille qui est la médaille de l'asservissement du continent, du vieux continent, à des intérêts euro-atlantistes, à des intérêts washingtoniens. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est ni un économiste, ni un politique, ni un géopoliticien, ni je ne sais pas quoi, enfin l'homme de la rue ou la femme de la rue, qui est un Français moyen, comment voulez-vous qu'il ait l'idée de sortir de l'Union européenne et de l'euro lorsque, depuis qu'il est petit, tous les moyens d'information, à l'école, au lycée, au collège, dans les partis politiques, à la radio, à la télévision, tout le monde lui dit unanimement qu'il n'y a rien d'autre possibilité que d'avoir la construction européenne et que l'euro c'est formidable. Donc il faut avoir comment dirais-je, de la personnalité et une certaine capacité à remettre en cause les choses pour se dire « et si c'était pas vrai ?» On est dans une situation, la société française actuelle est une société qui est presque de nature totalitaire. Nous disons non, parce qu'on dit au XXIe siècle, la France, comme d'ailleurs c'était le cas avant, la France est une puissance universelle, la France n'a aucune raison pour vouloir fusionner, pour vouloir marier son avenir définitivement avec les pays baltes, ou avec Chypre, ou avec la Bulgarie, plutôt qu'avec la Tunisie, Haïti, le Vietnam, le Québec, le Brésil, le Japon, non, ou la Russie.
Voilà. Pourquoi la construction européenne, et nous sommes les seuls à avoir les seuls, j'insiste, les seuls, et c'est pour ça qu'on veut aussi sortir de l'OTAN, les seuls à dénoncer que ce qui se cache derrière la construction européenne et l'OTAN, c'est une vision du monde qui est celle du choc des civilisations de Samuel Huntington, avec un univers du XXIe siècle où il y aurait le monde judéo-chrétien, c'est-à-dire en fait Amérique du Nord et Europe, le monde latino, le monde musulman, le monde orthodoxe, le monde africain, le monde confucéen, le monde hindou et le monde japonais. Ça, c'est la conception huntingtonienne et washingtonienne du chose. Et nous disons non. Ça, c'est la meilleure chose pour arriver à un conflit planétaire. On dit au contraire que nous devons lutter contre ça et que la France doit entretenir les meilleures relations du monde, comme du temps de Charles de Gaulle, avec l'ensemble des pays du monde et des civilisations, renouer avec une grande politique arabe de la France, renouer avec une amitié franco-russe qui est traditionnelle. Rappelez-vous ce que disait De Gaulle sur la Russie. De Gaulle disait « À chaque fois dans notre histoire que nous avons été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'on a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments de l'histoire de France. » Il y a une grande inconséquence de la part de gens comme M. Mariani, M. Philippot, M. Mélenchon, etc., à être à la fois pour la construction européenne et à dire il faut avoir des bonnes relations avec la Russie. Parce que la construction européenne, c'est l'héritière du partage de Yalta, c'est la mainmise géopolitique, géostratégique des États-Unis qui s'inscrivent dans le fait de chasser, de refouler la puissance russe dans le heartland eurasiatique. Il faut lire Samuel Huntington et Zbigniew Brzezinski. Donc, soit on est pour la construction européenne et inéluctablement, on est entraîné dans un choc des civilisations contre ce qui est d'ailleurs quasiment maintenant les ennemis désignés de la France. Quasiment dans le discours public, c'est soit la Russie de Vladimir Poutine, soit le monde musulman. Et ça, c'est le choc du XXIe siècle. Et nous sommes des gens de paix. Nous disons que la construction de l'Europe, c'est pas la paix, c'est la guerre. Ça nous emmène vers la guerre, contrairement à ce que les gens pensaient, parce que certes, il n'y a plus la guerre avec l'Allemagne, mais c'est pas parce qu'il y a des directives sur le beurre de cacao qu'on fait pas la guerre à l'Allemagne. Il y a d'ailleurs une guerre, mais une guerre économique et militaire. Il suffit de voir comment l'Allemagne est en train de tirer les marrons du feu sur Airbus, sur les questions nucléaires, sur toute une série de choses. Mais de surcroît, nous disons que nous sommes en train pour maintenir la paix, il faut sortir de ce rapprochement d'origine anglo-saxonne qui veut que les êtres humains se rapprocheraient en fonction d'idées très générales religieuses concernant la religion. Les vrais sujets de l'élection présidentielle, c'était l'indépendance nationale, l'euro et l'unité nationale. Le seul à avoir porté ces grands sujets billes en tête et à les avoir même abordés, c'est moi. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens, parce que grâce à Internet, les gens continuent à se renseigner, et c'est pour ça que nous avons vraiment le vent en poupe. J'ai acquis la conviction, dès cette époque-là, que la France allait dans le mur. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique. J'ai toujours été un très bon élève depuis que je suis petit, avec des parents qui surveillaient beaucoup l'éducation de leurs enfants et une mère très exigeante, notamment sur ces questions-là. Et donc, j'étais le premier de la classe. Voilà. Donc, j'ai fait HEC comme école de commerce à Jouin-Josas. Et puis ensuite, à l'époque, les jeunes garçons devaient faire leur service national, donc après les études. Et j'avais obtenu de le faire comme VSNA, comme on disait à l'époque, volontaire du service national actif, c'est-à-dire coopérant dans le cadre pour le service de l'armée, mais dans un cadre civil. Et c'était dans les services commerciaux de l'ambassade de France au Japon. Je n'avais pas été spécialement pistonné pour ça, mais c'est parce que en deuxième année à HEC, j'avais déjà fait un stage dans ces services à Tokyo. Alors pourquoi le Japon ? Parce que il se trouve que j'étais classé sur les 350 élèves de la promotion, j'étais le deuxième à HEC, et donc j'avais pu, c'est des stages qui étaient très très demandés, et donc moi, comme j'ai toujours eu depuis que je suis petit un tropisme pour le Japon, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je rêve d'aller au Japon. Je suis peut-être la réincarnation d'un vieux bonze de Kyoto, je ne sais pas. Donc j'avais demandé à aller là-bas. J'ai fait un stage donc pendant 2 mois et demi en 1979 et je suis reparti, donc comme ça s'était très bien passé avec le conseiller commercial, il m'avait demandé pour y retourner. Donc j'y suis retourné depuis la fin 1980 jusqu'au début 1982. Voilà, pendant 1 an et demi donc au Japon. Alors ça m'a beaucoup marqué en effet. D'abord c'est un pays que j'aime énormément.
fait partie de ces... Enfin, d'abord, j'aime beaucoup les civilisations étrangères. Je suis allé dans plus de 90 pays du monde, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Mais on ne reste pas indemne quand on vit pendant 1 an et demi dans un pays étranger, et a fortiori au Japon. J'ai appris à parler le japonais, je me débrouillais pas si mal finalement à la fin. Ensuite, ça m'a donné beaucoup envie de travailler pour le service de l'État. Et j'ai préparé, donc, je suis rentré en France pour préparer le concours de l'ENA. Je n'ai pas fait Sciences Po, hein, j'ai voulu court-circuiter, ce qui d'ailleurs m'a servi. J'ai préparé ça en candidat libre. J'ai préparé le concours de l'ENA. Et pourquoi l'ENA? Parce que j'envisageais, voilà, mon rêve, c'était de sortir au Quai d'Orsay et de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Voilà. Ensuite, j'ai fait ma scolarité, comme j'étais quand même très sérieux, je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais vraiment quelqu'un de très... J'ai travaillé beaucoup. Puis ça s'est très bien passé avec mon chef de stage en préfecture, j'étais dans les Alpes-Maritimes. Et finalement, je suis sorti vice-major, donc de la promotion Léonard de Vinci. Donc quand vous sortez, j'étais même premier avant la dernière épreuve, qui était l'épreuve d'anglais, où j'ai eu 4 sur 5, alors que le deuxième a eu 5 sur 5, et par le jeu des coefficients, il est repassé devant moi. J'ai préféré revenir au ministère des Finances pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire j'avais un très, très beau poste qui m'était proposé pour m'occuper de l'Asie-Océanie à la direction des relations économiques extérieures comme chef de bureau sur les questions de commerce extérieur. Donc j'ai accepté de prendre un salaire 3 ou 4 fois ou 5 fois inférieur à ce que je pouvais avoir, ce qui, je pense, est une bonne image de ma personnalité, c'est que je préfère quand même faire ce qui me plaît plutôt que de courir après l'argent. J'ai été donc dans ce poste à m'occuper d'Asie-Océanie, ça s'est très bien passé, et lorsqu'en 93 il y a eu le changement de majorité, on m'a proposé d'aller au cabinet du ministre de tutelle de la direction que j'étais, qui était Gérard Longuet dans le gouvernement Balladur, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, ainsi que des postes et télécommunications. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma carrière a pris une coloration politique, si l'on peut dire, puisque je suis allé dans un cabinet de droite, dans le gouvernement Balladur. Et deuxièmement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un parcours en cabinet ministériel qui a duré de 93 jusqu'à 97. J'ai été successivement chez M. Longuet, puis lorsqu'il a démissionné, il avait été remplacé pendant 6 mois par José Rossi. Puis lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de 95 et l'élection de Jacques Chirac, comme j'avais la réputation d'être un bon élément en cabinet ministériel, on m'a proposé d'être le directeur de cabinet de Madame de Panafieux dans le gouvernement Juppé I. Madame de Panafieux étant ministre du Tourisme. Puis, dans le gouvernement Juppé II, on m'a proposé, enfin Dominique de Villepin, qui était intervenu, qui me connaissait un petit peu, pour que je sois conseiller auprès de M. de Charette aux Affaires étrangères, à m'occuper de l'Asie, puisque je suis un asiatisant, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques. Voilà. Donc ça m'a permis d'aller au Quai d'Orsay, qui était l'objectif de... Je revenais un petit peu à mes premières amours. Alors je vous raconte tout ça parce que j'ai donc passé 4 années en cabinet ministériel, sous 2 présidents différents, donc sous François Mitterrand et sous Jacques Chirac, que j'ai d'ailleurs l'un et l'autre accompagné en voyage d'État à l'étranger. François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, Jacques Chirac en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Bolivie, en Uruguay, Paraguay, Argentine, etc. Et tout ceci m'a fait évoluer beaucoup, puisque j'ai acquis la conviction, dès cette époque-là, que la France allait dans le mur. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique, c'est que, dès 1992, dans le secret de ma conscience, j'ai voté non à Maastricht, ce que je n'étais pas... Enfin, la première fois que j'ai voté en 1979, quand j'étais étudiant à HEC, c'était pour les élections européennes, j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil aux élections européennes. Donc j'étais comme tout le monde, comme tous les jeunes étudiants, à la fin des années 70, moi je trouvais que la construction européenne c'était formidable, bon, j'étais pas allé chercher beaucoup plus loin. Mon passage au Japon m'a fait découvrir ce que c'est qu'une nation, ça m'a fait découvrir l'amour de la France au Japon, pas seulement l'amour du Japon, mais aussi l'amour de la France, de me rendre compte que la construction européenne était quelque chose de tout à fait artificiel, que il n'y avait aucune raison d'avoir une solidarité spontanée avec des Allemands plutôt qu'avec des Japonais, par exemple. Et puis j'avais, au moment du référendum de 92, j'avais trop vu la manipulation de l'opinion, l'interdiction d'avoir des débats de fond, donc j'avais voté non.
J'ai décidé de m'engager un peu en politique en 1999, lorsqu'il y a eu les élections européennes, et où M. Pasqua, que je ne connaissais pas du tout, s'était rapproché de Jean-Pierre Chevènement, que je ne connaissais pas davantage, pour essayer de faire une liste aux élections européennes de 1999. Et en fait, cette liste n'a pas eu lieu, puisque finalement Jean-Pierre Chevènement a finalement renoncé à faire une liste commune avec Charles Pasqua, lequel s'est tourné vers Philippe de Villiers. Et donc, je suis allé dans cette aventure. Je vous rappelle qu'en 1999, la liste Pasqua-Villiers avait dépassé celle du RPR-UDF avec 13 et quelques % des suffrages. C'est la première fois de ma vie que je suis entré dans un parti politique. C'est un parti politique qu'a créé Charles Pasqua et Philippe de Villiers au RPF. Voilà. Alors, je suis entré dans ce parti politique. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui clochaient parce que d'abord, c'était quand même, il y avait une coloration très à droite. Or, je suis pas très à droite, c'est pas du tout mon genre. Deuxièmement, moi je suis devenu un grand admirateur de la pensée de Gaulle, donc je pense que la France elle a besoin de la droite et de la gauche. Donc le parti pris de droite systématique me gênait, c'était pas mon style, comme un parti pris de gauche systématique d'ailleurs. Il me semble qu'il faut avoir plus de hauteur de vue. C'est comme si on vous demandait est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche, vous avez besoin des deux. J'ai découvert ce que j'appelle le souverainisme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est-à-dire des gens qui ont une pensée inaboutie. Or, comme le conseiller de Gaulle, il faut aller au fond des choses. Vous ne pouvez pas faire une analyse qui s'arrête à mi-chemin, qui s'arrête avant de traverser le Rubicon. Et donc, sur la construction européenne, j'ai découvert à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi à cette époque-là, j'ai découvert que finalement, en France, tous les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout l'arc politique, présentaient cette particularité incroyable. Ils étaient tous pour le principe de la construction européenne, comme si c'était une vérité d'évidence. Or, pour moi, il n'y a pas de vérité d'évidence. Dans la politique, tout doit être interrogé. Et deuxièmement, ils étaient tous contre ce qui se passait. Ils étaient tous insatisfaits de la situation. Et donc tous proposaient de changer l'Europe et une autre Europe. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelque chose qui cloche quand même. D'abord, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est? Ça fait maintenant, aujourd'hui, en 2017, ça fait 60 ans depuis le traité de Rome. Il y a eu 6 décennies de négociations. Donc si l'Europe est comme elle est, j'enfonce des portes ouvertes, mais parfois il faut enfoncer des portes ouvertes. Et ce que j'ai apporté au débat, c'est que je dis si l'Europe est comme elle est, c'est pas par inadvertance, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. C'est parce qu'elle est la concrétisation de 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États, aux intérêts nationaux contradictoires. Et donc c'est une espèce de précipité fatal, comme on dit en termes chimiques, d'un dogme qui postule que des États qui ont des intérêts totalement divergents doivent de toute façon s'entendre. Donc là-dedans, c'est une foire d'empoigne pour celui qui va lâcher le moins et gagner le plus. Mais pourquoi on ne peut plus faire machine arrière? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Soit on défend la souveraineté nationale, soit on la défend pas. Mais en 2005, il y avait à peu près plus personne. Moi, j'ai bien entendu voté non. Et j'ai décidé en 2007, un peu sur un coup de tête, lorsque j'ai vu arriver le 50e anniversaire du traité de Rome, j'ai décidé de m'installer à mon compte, si j'ose dire, et de créer un parti politique. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pas par... vous comprenez, c'était quand même l'année de mes 50 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas quelqu'un qui rêvait depuis l'âge de 15 ans d'être président de la République. C'est que si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai constaté, j'ai tiré la conclusion de ce que je vous ai dit, j'ai constaté que de l'extrême droite à l'extrême gauche, aucun parti politique n'avait une analyse cohérente et exhaustive et logique sur ce qu'est la construction européenne et sur ce qu'est le principe de souveraineté nationale.